Avant toute chose, merci à vous tous d'être venus partager ce moment important avec nous. Je vais d'abord vous dire un petit peu comment va se dérouler le programme de notre séance. Donc nous allons premièrement projeter une courte vidéo qui va présenter notre problématique, mais également le Centre de transcription et d'édition en braille. Cette courte vidéo a été préparée par Théo Bourgoin, qui est membre de l'équipe du CTEB. Merci Théo. Ensuite, il y aura des prises de parole. Ce sera tout d'abord Madame Nadia Bakiri, conseillère régionale. Nous écouterons ensuite un message qui nous est arrivé hier soir de notre nouveau parrain, Bernard Minier. Je prendrai ensuite la parole et ce sera Blandine Gallo, présidente du CTEB, suivie de Vincent Michel, président de la Fédération des aveugles de France. Et enfin, nous écouterons, et nous avons eu l'honneur d'accueillir Daniel Herrero, qui est venu pour nous soutenir. Voilà, on lui a réservé une petite surprise également. Et puis nous le rejoindrons ensuite dans la salle du buffet de cocktail, où il pourra nous dédicacer son livre et où nous prendrons un verre de l'amitié pour continuer à échanger tous ensemble. Voilà. Comment vous parler de ce qui ne se voit pas? Le pouvoir des livres. France, 2023. 1,7 million de personnes sont atteintes de troubles de la vision. Une personne aveugle ou malvoyante naît toutes les 15 heures. 800 000 livres sont disponibles chaque année. France, 2023. Seulement 5% d'entre eux sont accessibles en braille. Et l'accès à la lecture est devenu une cause nationale. Le livre reste un support inaltérable et universel de culture, d'information, d'apprentissage, études, emploi, autonomie, pas d'égalité des chances sans accès au livre. Mais le prix de revient d'un livre en braille est de minimum 500 €. Plus de papier, des compétences spécifiques, des machines rares, le livre en braille coûtait jusqu'alors très cher. Alors, depuis 30 ans déjà, le Centre de transcription et d'édition en braille, association reconnue par l'État d'intérêt général, développe l'accès à la lecture pour les aveugles. Imprimerie tactile innovante, librairie en ligne reconnue, nous adaptons en braille l'actualité littéraire, des livres pour tous les âges, des magazines et des relevés bancaires. Depuis 42 ans, la loi Langue de 1981 est censée promettre un livre au même prix partout et pour tous. Vendant déjà à perte, le CTEB a pourtant engagé le 4 janvier 2023 le projet Les livres en braille au prix librairie. Les déficients visuels francophones du monde entier peuvent depuis acheter un livre en braille de notre catalogue au même prix que l'édition classique pour voyants en librairie. Les commandes ont depuis doublé. Le prix est véritablement un frein à la lecture. Application de la loi, réduction des discriminations, inclusion sociale, la mesure a fait grand bruit dans la presse et chez les acteurs de la culture. Financée par nos fonds propres et dans un contexte marqué où le coût du papier et de l'énergie explose, cette opération demande votre aide pour être pérennisée, transformée en loi et marquer ainsi durablement le paysage culturel français. Ne plus voir ne veut pas dire ne plus lire, le braille, c'est construire son avenir. Monsieur le Président d'honneur, Madame la Présidente, Madame la Directrice, Monsieur Herrero, Mesdames et Messieurs, je suis ravi, un peu ému aussi, je ne vous cache pas, de vous recevoir ici, à l'hôtel de région de Toulouse, et ici, dans cet hémicycle, où les élus régionaux siègent pour proposer, voter, débattre aussi des actions politiques, publiques pour les habitants et les habitantes de la région Occitanie. Cette date du 4 janvier est doublement symbolique. C'est à la fois l'anniversaire de Louis Braille et aussi, grâce à votre mobilisation, c'est l'anniversaire pour l'égalité du prix du livre en braille. Et du coup, il m'apparaît tout aussi symbolique de vous accueillir ici,
pour défendre l'égalité des droits pour tous et pour toutes. Ici, à Toulouse, où est né le CTEB, moi je voulais appeler ça le STEB, mais visiblement personne ne le dit, donc voilà, j'avais essayé d'être un peu original. Je voulais aussi mettre mes lunettes de soleil aussi pour être original, parce que je les porte tout le temps, mais voilà, toute comparaison gardée. C'est ici qu'est né le CTEB, et une association qui réalise un travail quotidien d'intérêt général, et ça a été dit dans la vidéo, pour améliorer évidemment l'accès à la culture et à l'information. S'il n'est nul besoin des 5 sens pour vivre pleinement et manifester sa sensibilité, il est évidemment plus compliqué de vivre une vie quotidienne, ou ce que certains appellent une vie normale. Dans la vie quotidienne, pour se déplacer, trouver un emploi, accéder à une formation, ou tout simplement pour communiquer, être en situation de handicap ne doit pas être un frein à la vie. Ce ne doit surtout pas être aussi un obstacle à l'accès aux droits. Et c'est là que tout le travail que vous faites au sein de cette fédération permette une citoyenneté pleine et entière à toutes les personnes aveugles et malvoyantes. Et quand tout son univers échappe au sens de la vue, quoi de plus nécessaire, je dirais même quoi de plus essentiel que l'accès à la culture. Le braille est né donc de cette idée très simple et pourtant révolutionnaire, pour que les aveugles et les malvoyants puissent lire et écrire. Un obstacle levé n'exclut bien sûr pas les autres. Et comme souvent, dans l'accès à la culture, la question du prix ne peut être évitée. Et le débat va bien au-delà de la question de l'inclusion. Ouverture au monde, rencontres, échanges, découvertes et enrichissement, les questions sur le monde qui nous entoure placent ce débat à l'interprétation. Et ils sont aussi, pour moi, des possibilités essentielles portées par la culture en elle-même. Essentielles parce que les inégalités, même sociales et économiques, résident justement là. Si chacun ne peut pas avoir le même accès à cette manière de considérer autrement notre appartenance au monde, alors comment s'enrichir autrement que par le biais classique de la consommation? Avec la présidente de région, et vous l'aurez compris, aujourd'hui nous défendons l'accès à la culture pour tous et partout. Pour tous, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, et pour tous les publics, à travers des actions liant associations et lycées, ainsi que par le biais de notre soutien à la production culturelle et aux événements culturels. Évidemment, nous souhaitons aussi lever les freins et encourager à la pratique culturelle, notamment quand ils sont économiques, et pour cela, nous nous appuyons sur un tissu associatif local et précieux dont vous faites partie. Et Madame la Présidente, je vous rassure, dès la semaine prochaine, au musée des abattoirs, je ferai en sorte que vous puissiez toucher les sculptures de Giacometti. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je m'y emploie, croyez-le. Avec... Avec les actions représentatives des handicaps en Occitanie, et ce depuis 2018, la région agit pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, et notamment dans l'emploi, en finançant des formations, et aussi dans le sport, en finançant les associations handisport
et en promouvant toutes les activités physiques adaptées. Alors aujourd'hui, vous mettez en avant votre combat, celui du livre tactile au prix du livre unique. Et tout comme le prix du livre unique ne concerne pas que les lecteurs assidus, les férus de littérature et les grands intellectuels, le braille et le prix du livre en braille nous concernent tous et toutes, comme la culture nous concerne tous et toutes. Tout comme votre travail au sein du CTEB, vous défendez l'inclusion, nous sommes à vos côtés mobilisés contre toutes les formes d'exclusion à la culture, animées évidemment par des valeurs d'éducation populaire, d'égalité des droits, de diversité culturelle, de tolérance et de mixité sociale. Par votre vive implication sur ce sujet du prix du livre, vous défendez aussi une idée qui va bien au-delà du simple prix à payer pour accéder à un ouvrage. Vous innovez, vous vous mobilisez sans relâche pour que la culture puisse atteindre son but, atteindre tous les publics, rassembler, ouvrir le champ des idées, du débat, discuter la place essentielle qui doit être faite à l'inclusion dans notre société pour un véritable vivre ensemble. Je finirai par cette citation de Jules Renard que je me permets de vous inviter à conjuguer en braille. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux. Je suis vraiment honoré d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la conseillère régionale. À présent, nous allons lancer le message qui nous est adressé par notre parrain, Bernard Minier. Et d'ailleurs, j'en profite puisque nous avons placé son livre ici même, sur le pupitre. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu de livre en braille, voilà, ça c'est le dernier livre de Bernard qui est ici, juste en dessous, alors, on a 7 volumes, mais je crois qu'il y en a 11 au total. Voilà, 11 total, c'est que, voilà, pour que vous puissiez vous représenter le travail qui est fait, aussi la place, l'encombrement, mais aussi cet objet qui est magnifique et qui permet aux aveugles de pouvoir accéder au livre. On lance la vidéo. Merci. Bonjour, je suis Bernard Minier, écrivain, auteur de romans policiers. Et en cette journée mondiale du braille, je viens vous entretenir d'une cause qui me tient à cœur et d'une association que je parraine, le CTEB, le Centre de transcription et d'édition en braille. Mais d'abord, je voudrais vous citer quelques chiffres. Il y a en France 1 700 000 personnes qui souffrent de troubles visuels sévères. Une personne aveugle ou malvoyante naît toutes les 15 heures. Selon l'OMS, le doublement des déficients visuels est à prévoir d'ici 2050. Et 50% des personnes déficientes visuelles sont au chômage. Alors le CTEB, qu'est-ce que c'est? Ou plutôt, qu'est-ce qu'ils font? Le CTEB transcrit en braille de très nombreux livres de tous les genres, pour tous les âges, beaucoup de livres pour la jeunesse, avec des illustrations en relief. Ils transcrivent aussi des relevés bancaires pour toutes les grandes banques françaises. 8000 relevés envoyés chaque mois. Ils adaptent aussi toutes sortes de publications, par exemple des menus de restaurants, des cartes de visite, des programmes culturels, le programme du Festival d'Avignon à la demande de celui-ci. Ils font de la signalétique dans les milieux publics, dans les théâtres, dans les transports. Ils font aussi de la sensibilisation au handicap visuel dans les milieux scolaires. Et puis ils ont un autre combat, c'est celui du prix unique du livre. Parce qu'il n'y a pas d'accès à la culture, il n'y a pas d'égalité des chances sans une égalité de l'accès au livre. Je vais vous donner un exemple. Il est très connu, c'est Harry Potter.
La fabrication, le prix de revient d'un volume d'Harry Potter pour le CTEB, c'est 750 €. Un voyant va l'acheter en librairie 10 € environ. Un non-voyant le paiera 55 €. Résultat, le CTEB vend à perte de 695 € et le non-voyant paie 45 € de plus pour le même livre. Je le répète, pas d'égalité des chances sans égalité d'accès aux livres. Alors vous me direz, pourquoi les livres en braille, pourquoi les livres papier sont indispensables à l'heure d'Internet et du livre audio? Eh bien déjà parce que, contrairement au livre audio, le livre en braille apprend l'orthographe. On y trouve les virgules, les points, les italiques, les caractères gras, c'est le texte exactement comme pour les voyants. Il apprend donc à lire et à écrire. Il permet de développer de multiples zones cognitives, le langage, la mémoire, la logique, l'apprentissage, l'imaginaire. Et puis il a les mêmes vertus que la lecture d'un livre classique, avec l'accès à la connaissance, l'accès à la culture. Enfin, il est utilisé par de nombreux élèves et étudiants. Il faut savoir qu'en France, il y a 10 000 personnes aveugles qui sont scolarisées chaque année et environ 35 000 malvoyants. Donc c'est un combat important, c'est un combat essentiel. Il faut changer la loi, cette fameuse loi de 1981 sur le prix unique du livre, et ce d'autant plus que le gouvernement a déclaré la lecture grande cause nationale. Alors comment faire? Comment financer tout ça? Eh bien, par exemple, si 10 centimes du prix d'achat d'un livre classique était reversé à l'édition adaptée, c'est-à-dire à l'édition en braille, elle serait entièrement financée. Alors moi je suis voyant, j'ai cette chance, même si je suis très myope. Je suis entouré de milliers de livres et je ne pourrais pas me passer d'eux, je ne pourrais pas vivre sans eux. Et je pense à James Joyce, ce grand écrivain qui à la fin de sa vie perdait la vue, et au drame que ça a dû être pour quelqu'un qui avait passé sa vie à lire et à écrire. Je crois que personne ne peut imaginer ce que c'est que d'être non-voyant ou malvoyant, à part les non-voyants et les malvoyants eux-mêmes. Mais nous avons les moyens, nous pouvons partager avec eux la culture, la littérature, la lecture, l'éducation. C'est dans nos moyens, c'est faisable. Alors, on est au XXIe siècle, messieurs les politiques, monsieur le ministre de l'Éducation, madame la ministre de la Culture, messieurs les députés, et nous tous ici, il est peut-être temps de s'y mettre. Alors même s'il fait un peu froid, j'ai décidé de porter le t-shirt qu'on a créé pour l'occasion, le CETEB, sur lequel il est inscrit « Braille ta culture ». Voilà. Nous sommes réunis une fois encore ici, grâce au Centre de transcription et d'édition en braille. Le CETEB, ou CTEB, a une âme, celle de Monique Truquet, la fondatrice, bien évidemment, mais aussi celle de mes prédécesseurs, celle de tous les salariés, celle de tous les bénévoles qui ont œuvré, qui ont apporté leur pierre, et tout ça dans un seul but, favoriser l'accès aux livres pour les personnes déficientes visuelles. C'est notre mission. Et si nous nous retrouvons encore ici aujourd'hui, c'est pour défendre ce droit. Depuis 35 ans, notre objectif est donc de favoriser l'accès à la culture, à l'information, à la connaissance, au savoir, au plaisir intérieur, intime, comme à la sagesse. Suite à des décennies de combats, et M. Vincent Michel, président, pourra en attester, le 4 janvier dernier, en désespoir de cause, nous avons décidé d'en finir avec cette inégalité majeure d'accès aux livres pour les aveugles. Et nous avons décidé, sur nos fonds propres, de pouvoir offrir, ou plutôt de pouvoir vendre, les livres au prix où n'importe quel voyant le trouve en librairie. Un an après, que s'est-il passé depuis? Quel est le bilan de cette expérience? Le bilan, j'ai envie de vous l'exposer comme la météo. Et je fais un clin d'œil à Hélène Brunet parce que nous sommes souvent confrontés à la météo
par rapport à nos clients des établissements bancaires pour la transcription des relevés braille. Je mettrai un grand soleil sur cette expérience. Pourquoi ? Parce qu'en un an, nous avons enregistré une augmentation des commandes de livres de 43%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de nouveaux clients, de nouvelles personnes non-voyantes ont pu enfin accéder aux livres, enfin s'offrir des livres. Nous avons des remerciements tous les jours au téléphone. Nous avons même vu une commande d'une cliente passer d'une quinzaine de livres, je crois, et qui a dit « Enfin, je peux lire ce qui m'intéresse ». C'est pour nous une immense joie d'avoir pu faire ce projet. Nous espérons bien évidemment le pérenniser. Il ne peut en être autrement. Mais à côté de ce grand soleil, eh bien, il y a un nuage très sombre. Et ce nuage, il dure depuis des décennies, comme je vous l'ai dit. Et je vous remercie, Madame Bakéry, d'avoir fait ce beau discours. Mais très sincèrement, il résonne en nous comme un schéma répétitif, où nous sommes allés rencontrer chaque année, et je ne parle pas que de notre association, mais je parle aussi au nom de toutes les associations qui œuvrent dans le domaine de l'édition adaptée, pour les dyslexiques, pour les personnes sourdes, pour les aveugles. Nous avons tous le même combat. Nous allons tous nous adresser au gouvernement, aux institutions qui gèrent l'édition classique, comme le Centre national du livre ou le Syndicat national de l'édition. Et nous avons de belles réponses. Nous avons des encouragements. Nous avons du soutien moral. Mais la vraie réponse, pour nous, est enrobée de réponses fuyantes, de l'esbrouf. On nous dit « Ah, vraiment, oui, il faudrait qu'on étudie la question de l'édition adaptée. On va lancer une étude. » Et on finance des études qui valent très très cher et qui concluent de cette manière « Il y a pénurie de livres pour les aveugles. » Alors, on laisse passer quelques années parce qu'on a été calmé par cette étude et on espère que nos politiciens et nos parlementaires prendront des mesures pour enrayer cette situation malheureuse. Mais non, on va relancer une deuxième étude et une troisième étude, ne tenant pas compte des conclusions qui sont portées. Depuis le 4 janvier 2023, nous sommes donc allés rencontrer à nouveau le ministère de la Culture, le Syndicat national de l'édition, le Centre national du livre, l'Institut national des jeunes aveugles. Et bien sûr, nous sommes partenaires et membres de la Fédération des aveugles de France. Toujours les mêmes réponses, mais cette année, on nous a inventé autre chose. On va vous produire un portail numérique de l'édition adaptée pour vous aider à travailler. La belle affaire. Combien ça coûte ? 15 millions d'euros. 15 millions d'euros pour un site internet qui ne va pas nous aider à produire des livres pour les aveugles. Alors, mesdames, messieurs les parlementaires, si vous avez la chance de nous entendre, nous vous avons écrit avant les fêtes une lettre, un courrier, comme une lettre qu'on adresserait au Père Noël. Pourtant, nous savons bien que le Père Noël n'existe pas, mais vous existez. Vous êtes 525 et vous avez été élus à ce poste pour agir. Agir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire regarder les choses en face et voir que cette loi du 10 août 1981 de Jack Lang nous a complètement oubliés de ce dispositif. Cette loi promulgue le prix unique du livre, prix éditeur
Mais qu'en est-il de l'édition adaptée? Est-ce à nous d'aller quémander de l'argent pour pouvoir assurer le droit à la culture des citoyens non-voyants? Voilà, je vous demande de revoir cette loi, car toute loi est faite pour être adaptée, modifiée ou complétée si elle ne sert pas tout le monde. C'est ça l'égalité des chances. Et c'est ça qui mettra concrètement des actes sur la loi également de 2005 sur l'égalité des chances. Ensemble, mettons fin une fois pour toutes à cette inégalité sociale et morale qui fait honte à notre beau pays des droits de l'homme. Donnez-nous les moyens de corriger cette injustice en signe de reconnaissance et de considération des personnes empêchées de lire, que la culture pour tous ne reste pas qu'un slogan, mais devienne une réalité. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, moi, Blandine Gallo, présidente du CETEB, mais je suis déjà très émue de tout ce que je viens d'entendre au sujet du CETEB et puis de tout l'intérêt que les différentes interventions nous ont permis d'entendre. Et voilà, ça me va chaud au cœur, je pense que je ne suis pas la seule. Donc je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour fêter le premier anniversaire du livre en braille au prix public du livre. C'était un grand souhait et nous l'avons mené pendant 1 an, nous espérons pouvoir continuer. Je veux tout d'abord remercier toutes les personnes sensibles à notre cause, en particulier les personnes présentes aujourd'hui. D'abord, remercier Madame Nadia Bakiri, qui tout à l'heure nous a émus aussi par son discours, qui est bien sûr conseillère régionale pour les problèmes des violences faites aux femmes, mais qui est représentante de la région à la commission culture. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. Je veux remercier aussi Monsieur Vincent Michel, ici présent, président d'honneur de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, dont nous faisons partie, Madame Coursan l'a dit tout à l'heure, et qui est également administrateur du CETEB. Et je tiens aussi à souligner la présence des personnes qui s'occupent à la mairie de Toulouse de la commission handicap et qui nous ont fait le plaisir de venir aujourd'hui. Voilà. Alors, je remercie aussi tout particulièrement Monsieur Daniel Herrero, qui nous fait, que tout le monde connaît, je pense ici, qui nous fait l'immense honneur d'être parmi nous aujourd'hui et qui présente son livre, Le dictionnaire amoureux du rugby. Alors, je crois que c'est le numéro 2, il m'a dit. Voilà, il y en a plusieurs. Et nous avons le plaisir, nous avons eu le plaisir de le transcrire en braille. Voilà, ça fait partie des sujets qui intéressent quand même beaucoup nos lecteurs et donc aussi une ouverture sur le sport qui est importante. Alors c'est pour nous un magnifique symbole d'associer la ville du rugby, la ville de Toulouse du rugby, à l'édition en braille, pour laquelle, Madame Coursan l'a rappelé tout à l'heure en parlant de Madame Truquet, pour laquelle la ville de Toulouse a été pionnière en France. En effet, c'est à Toulouse qu'on a développé les premiers logiciels permettant la transcription automatique du braille. Voilà, donc c'est quelque chose d'important d'associer pour nous le rugby et l'édition en braille. Voilà, sachant que c'est Daniel Herrero pour nous permettre de promouvoir un petit peu notre cause aussi. Alors, vous avez entendu Bernard Minier tout à l'heure, ce magnifique témoignage d'un célèbre écrivain de romans policiers. Malheureusement, il ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, mais il est parrain de notre association et il nous a honoré de sa visite fin novembre lors de la dégustation de vin pour aveugles que nous organisons chaque année. Et donc, lui, il est très sensible à la promotion de l'édition en braille
Et donc, déjà, vous avez entendu la manière dont il a pu raconter tous les chiffres, toutes les difficultés que peut avoir une personne aveugle pour acquérir un livre en braille et le coût que ça représente. Et donc, c'est quelqu'un qui travaille énormément sur son réseau personnel d'éditeurs, d'écrivains, et il a une grande implication dans notre association, et nous le remercions vivement. Ceci nous est très précieux. Alors, je vais revenir sur ce qui nous réunit aujourd'hui. Il y a un an, ce même jour, jour anniversaire de la naissance de Louis Braille, notre association a pris la décision de vendre le livre en braille au prix unique du livre. Pourquoi nous, personnes aveugles, n'aurions pas le droit d'acquérir au même prix que tout citoyen français des livres en braille au prix réglementé mis en place par Jack Lang en référence à la loi de 1981 dont nous avons déjà parlé. Cette action, prix du livre en braille au prix public, a été accueillie avec enthousiasme par les personnes aveugles tout au long de l'année 2023 et en particulier en cette période de fête. Madame Coursan a précisé que nos ventes ont explosé et nous avons augmenté nos ventes de 43%, ce qui est quand même merveilleux compte tenu des contraintes que cela représente. Cette volonté de vendre les livres en braille au prix libraire s'inscrit également dans l'orientation prise par la FAF il y a quelque temps de promouvoir pour toutes les associations travaillant à l'édition adaptée pour les personnes aveugles et malvoyantes. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, nous produisons des livres en braille, mais en France, il y a aussi des associations importantes qui produisent des livres pour enfants, des livres en relief, voilà, donc toute l'édition en braille. Et le souci de la FAF, c'est de prendre quelques mesures. D'abord, de produire des livres au prix public, ça on en a parlé, de produire ces livres dans un délai correct, c'est-à-dire environ 3 semaines, pour que la personne qui a envie de lire un livre ne le lise pas 6 mois après tout le monde, quand plus personne n'en parle. Et aussi de proposer ces livres sur un support que le lecteur aurait choisi, c'est-à-dire braille papier, braille numérique, voire d'autres formats. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le braille papier. Cette initiative, initiée il y a un an, qui dynamise notre association, n'est pas sans contrainte. En effet, la production d'un livre en braille est très coûteuse, nous l'avons déjà bien mentionné, et donc, si aujourd'hui nous arrivons à produire des livres en braille, c'est en utilisant, ça a été dit aussi, nos fonds propres. Alors, actuellement, nous mettons au catalogue environ 200 livres par an. Ça paraît dérisoire et très peu au regard de tous les titres produits en impression noir et blanc. Mais c'est une belle réussite compte tenu de ce problème auquel nous sommes confrontés, puisqu'on veut les produire au prix public avec toutes les contraintes. Donc les contraintes, en fait, c'est que pour répondre à l'enthousiasme des lecteurs et maintenir ce dynamisme pendant un an, nous avons vendu les livres en braille à perte, en utilisant nos fonds propres. Nos fonds propres, c'est-à-dire les bénéfices provenant de nos différentes activités, à savoir la production de relevés bancaires en braille, ça c'est une grosse source de financement, mais bon, tant que les banques demandent des relevés bancaires pour leurs clients aveugles, ça peut fonctionner, mais il y a une forme de précarité quand même. Ensuite, nos fonds propres sont constitués aussi par la transcription de journaux gratuits commandés par certaines institutions ou communes. Par exemple, le journal de la région de Toulouse ou la ville de Montpellier, etc. Donc voilà, c'est ce qui permet à l'association de faire des bénéfices. Et puis, nous réalisons des documents divers et variés pour les musées.
voilà, qui sont quelquefois très onéreux, mais qui nous permettent à nous de faire des bénéfices. Alors voilà, comme j'ai essayé de vous le dire, bon, cette année, notre modèle économique a bien fonctionné et nous a permis de faire face à ces différentes demandes. Mais on sent bien la précarité et la fragilité de ce modèle. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous faut pérenniser notre action et c'est pour ça que nous avons tenu à faire cette manifestation aujourd'hui et à trouver d'autres sources de financement. Nous souhaitons, et Madame Coursan l'a dit, en particulier être entendus par les pouvoirs publics afin que cette profonde inégalité faite aux aveugles au regard du droit à lire soit enfin prise en compte. Je me permets de préciser ici que l'un des problèmes auxquels nous allons devoir faire face en 2024 est que les locaux qui nous étaient prêtés gracieusement par la mairie de Toulouse depuis plus de 30 ans vont faire l'objet d'une convention annuelle et que nous allons être soumis à un loyer important chaque mois. Alors, ceci va à l'encontre des propos de soutien tenus par l'administration depuis un an. Mais heureusement, puis nous avons eu l'occasion d'en parler tout à l'heure avant cette réunion, nous espérons que ces difficultés financières vont pouvoir être compensées peut-être par d'autres actions auprès de la culture, la vie associative, etc. Que voilà, nous aurons des aides peut-être par la mairie, puisque ce loyer que nous allons payer chaque mois, c'est encore quelque chose qui va peut-être impacter sur la production des livres en braille. Alors pour nous, comme l'a dit Madame Coursan aussi tout à l'heure, nous avons fait la lettre au Père Noël en ce fin d'année et puis nous comptons bien relancer notre demande et nous avons donc interpellé l'Assemblée nationale et le Sénat sur nos problèmes parce que voilà, nous voulons les sensibiliser sur cette nécessité de donner aux aveugles les mêmes droits à l'accès à la connaissance et à la culture. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et nous espérons que nos parlementaires vont nous entendre. Alors, en conclusion, je veux juste dire que nous garderons notre enthousiasme, nous, les administrateurs, les salariés, les bénévoles de l'association, nous garderons notre enthousiasme autour de la production des livres en braille. Et en particulier, c'est pour nous, personnes aveugles, une immense ouverture, je pense que ça a été dit, sur le monde et une indispensable source de connaissances. Donc nous revendiquons et nous revendiquerons de produire du papier et du papier embossé, du papier braille. Donc je remercie toutes les personnes qui nous aident et qui nous aideront à continuer notre action. Nous souhaitons que les aveugles puissent enfin être entendus et que pour eux aussi, la déclaration du gouvernement, la lecture grande cause nationale, c'était l'année dernière, mais espérons que pour nous ce sera cette année. Donc nous voudrions que cette grande cause nationale de la lecture ne soit pas pour nous aveugles une utopie. Madame la conseillère régionale, Madame la directrice du CETEB, chère Adeline, Madame la présidente du CETEB, chère Blandine Gallo, mon cher Daniel Herrero, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous sommes le 4 janvier 1809 dans la maison du bourrelier de Couvray, Simon-René Braille, et de son épouse Monique, une naissance s'annonce. Un petit garçon de plus apparaît, il se prénomme Louis.
Quoi de très original que cette naissance? Et qui pourrait imaginer effectivement que de ce phénomène heureux, mais somme toute banal, va surgir une formidable invention qui va bouleverser la vie de millions de femmes et d'hommes partout dans le monde. Qui pourrait imaginer que ce petit garçon qui fait ses premiers pas tout à fait normalement dans l'existence va, au travers d'un accident redoutable qui va lui ôter la vue, que ce petit garçon va déployer une énergie, une créativité, une force morale qui va ouvrir les yeux de millions de femmes et d'hommes, ouvrir les yeux au travers de la pulpe des doigts, et plus particulièrement de l'index. Oui, il y a 215 ans, à Couvray s'est produit cet événement fabuleux, un peu comme l'épiphanie des personnes aveugles, la manifestation d'une lumière qui va irradier le monde de ces femmes et de ces hommes qui jusque-là étaient réduites à la mendicité, étaient réduites à l'impuissance, à la situation de marginaux par rapport à la société. Et si j'évoque cette date du 4 janvier 1809, c'est que, comme personne aveugle, personnellement, je sais ce que je dois à cette naissance, je sais ce que je dois à cet homme. J'ai parlé de mendicité. Vous voyez, ici, aujourd'hui, je suis partagé entre deux sentiments. Je suis heureux de ce qui se fait dans cette maison et j'y reviendrai, mais je suis aussi profondément mal à l'aise et quelque part blessé dans ma dignité de personne aveugle. Parce que j'ai encore l'impression, 215 ans après la naissance de Louis Braille, près de 200 ans après l'invention du Braille, j'ai encore l'impression de faire la manche, de tendre la main pour que soit appliqué un droit fondamental, un droit clé, celui des personnes aveugles de pouvoir lire comme tout le monde, comme toute femme, toute personne de ce monde, de ce pays. Et c'est quand même un drôle de paradoxe que de voir ce pays, la France, qui donne au monde entier la personne de Louis Braille, qui donne au monde entier ce génial inventeur dont l'écriture, la lecture sont utilisées de partout, que ce soit en Chine, au Japon, au Vietnam, en Amérique du Sud, de voir ce droit non respecté dans ce pays qui se dit pourtant le pays des droits de l'homme. Alors c'est beau les belles paroles. Et notre président de la République n'en est pas avare. C'est beau la grande cause nationale que c'est de la lecture. Mais ça serait quand même plus beau encore de la réaliser, de permettre que cette cause nationale concerne toutes les citoyens et tous les citoyens de ce pays. Alors, ici, vous avez osé. Ici, à Toulouse, où, comme l'ont dit Adeline Coursan et Blandine Gallo, a été mis au point grâce au talent, à la force créatrice de Monique Truquet, a été mis au point le premier logiciel de conversion de l'écriture ordinaire en écriture braille. Ici où a été créé le CETEB, l'an dernier, vous avez pris le risque de mettre le prix du livre que vous vendez et qui vous coûte si cher, de le mettre au prix public. Vous avez ouvert une brèche.
je pense, quand je relis cette initiative, je pense à ce mot fort de Bernanos, « Toute espérance est un risque ». Eh bien, vous avez essayé de répondre à l'espérance des personnes aveugles et vous avez pris le risque de mettre gravement en difficulté vos finances et la pérennité de l'entreprise CTEB. Mais vous n'avez pas hésité. Et les lecteurs aveugles vous en ont été reconnaissants puisqu'ils ont été au rendez-vous et les commandes, comme il a été dit, ont sérieusement progressé. Alors, que faire maintenant? Que faire maintenant face à la sourdité des pouvoirs publics? Parce que, bon Dieu, c'est quand même pas compliqué, cette question. Cette question, il y va de 3, 4, 5 millions d'euros. Ce ne sont pas des sommes énormes au regard du budget de la culture, 10 milliards d'euros, au regard du budget de quelques grands ministères. Mais il y faut une volonté politique, et cette volonté politique, elle n'est toujours pas là. Oh, vous entendrez les ministres vous parler d'inclusion, c'est beau de parler d'inclusion, mais c'est encore mieux de la faire, l'inclusion. Et force est de constater qu'effectivement, il y a effectivement des progrès encore à accomplir. Alors nous allons continuer, alors vous allez continuer, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et pour continuer, il va falloir parler encore plus haut, il va falloir parler encore plus fort. Il va falloir mettre dans notre action de la détermination, il va falloir y mettre de la flamboyance. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à un homme du rugby, un homme que j'aime à écouter sur les ondes de Sud Radio et dont je sais l'amour de la littérature, l'amour de la culture et surtout cet élan de solidarité qui l'anime. C'est pour ça que je t'ai demandé à Daniel de venir nous rejoindre aujourd'hui, rejoindre Bernard Minier, un autre homme de la plume, parce qu'il va falloir encore bousculer les choses, il va falloir faire plier l'administration qui refuse de nous entendre. Et c'est bien, Madame la conseillère régionale, que vous soyez ici à nos côtés. Je suis sûr que vous saurez dire à votre présidente, notre chère Carole Delga, que peut-être l'Occitanie peut être un pôle, un pilier de cette action, et que par elle, qui sait aujourd'hui se faire entendre sur les ondes et sur les antennes des grands médias nationaux, elle peut aussi porter cette cause pour qu'enfin les personnes aveugles soient considérées comme tout un chacun et ce droit fondamental de lire le livre de leur choix au prix du marché et dans des délais raisonnables. Car enfin, je n'y reviendrai pas, cela a été dit, mais vous le savez bien, le livre, c'est la culture, c'est le savoir. Que serions-nous sans les grandes sagesses du monde qui sont arrivées, qui nous sont parvenues grâce au livre? Je ne parle peut-être pas du livre des livres, la Bible, mais de toutes les sagesses grecques et de tant d'autres pays. Alors, ce combat, nous continuerons à le mener. Ce combat, nous continuerons à le mener avec force, avec courage. Nous continuerons à dire notre colère et quelque part notre indignation face au sort qui nous est fait, à nous, personnes aveugles. Oui, j'ai dit combien j'étais blessé en tant qu'homme de cette situation, parce que je trouve inconvenant que dans la patrie des droits de l'homme, nous en soyons encore à convoquer un après-midi du 4 janvier, alors que beaucoup sont en vacances, cette réunion pour redire cette situation qui nous est faite et qui est insupportable. Mais je ne voudrais pas vous laisser sur ces mots de colère, d'indignation, sur ce sentiment de blessure. Alors, je veux vous faire partager une grande joie. Figurez-vous que cette année, au pied du sapin de Noël, dans ma maison,
où le livre tient une place si grande, dans cette maison où tout un pan de la salle à manger est dédié à la bibliothèque, j'ai reçu, comme les autres, mes livres en braille. Et que ces livres, qui m'ont été offerts par quelques amis, ils les ont payés au même prix que ceux qu'ils ont offerts à mes enfants, à mon épouse et à ceux qui partageaient la joie de Noël. Alors, ce jour-là, j'ai délaissé un petit peu ma colère et grâce au CETEB, je me suis senti un peu comme Monsieur Tout-le-Monde. Cette joie, je voulais vous la faire partager. Merci à vous et continuons le combat, nous finirons bien par le gagner. Donc permettez-moi le salut amical et fraternel. Je ne forcerai pas l'organe, je me sens titulaire d'un organe décent qui me permet d'être entendu par une assistante demeurant relativement basse, mais quand même incontestablement sensible, incontestablement combattante. J'ai la sensation d'être ici, après cette invitation, dans un lieu qui ressemble à quelque chose d'enthousiasmant, sans doute un peu complexe, et en même temps tout à fait jovial ou joyeux. Nous sommes heureux de mener un combat qui nous apparaît difficile. Nous sommes enthousiastes, j'ai bien aimé le mot, tu vois, d'être dans un moment, tu vois, où sur ce sujet-là, le sujet de la présence, j'allais dire, du livre dans la vie des humains de cette terre, de ce pays-là, est une contribution incontestable au développement humain, au bonheur des gens et à la liberté de vivre. Oh putain, honnêtement, alors je me sens ému. Je crois, hein, en toute modestie, l'émotion constante et le trouble pas permanent. Tu vois, je me suis adressé à des gens rustiques, très souvent, généreux à l'impact. Tu vois, titulaires d'un potentiel de réflexion incontestable, mais d'une générosité combative exceptionnelle. Toi, ici, je me sens, et alors, j'avoue, ébloui, ce n'est pas un concept que j'éprouve assez régulièrement. Mais mesdames et messieurs ici présentes, franchement, vous tenez la route. Franchement. Ah non, ça dégage. Non, ça dégage. Sans doute avez-vous les attributs pour analyser le potentiel, richesse humaine, culturelle, psychologisante, socialisante, tu vois, de l'acquisition des savoirs, de l'acquisition du mot, de l'acquisition de la phrase, de l'acquisition du ton qu'il y a dans les mots, de l'acquisition de l'histoire que portent les mots de notre langue, tu vois, que quand ça peut se transmettre, quand ça peut s'acquérir, et pas forcément par l'apport des autres, mais par son propre apport personnel, rentrer dans le monde des mots par l'intermédiaire des sentiments ou des sensations ou des aptitudes personnelles est une aventure considérable pour l'humain, et vous êtes j'allais dire, d'une aptitude incontestable à pouvoir développer ce champ des savoirs. Mais vous furent beaux, vous avez été emblématiques. Moi, je suis de ceux qui suivent, ceux qui ne baissent pas les yeux dans la tempête, plus que ceux qui me font des raisonnements et pas capables d'affronter les réalités du monde. Tu vois ça? Je sens un potentiel actif. Je sens, à l'évidence, dans ce monde-là, ponctuellement, tu vois, autour de ce match-là, qui est celui de la cécité ou du champ visuel, tu vois, dans l'aventure d'un humain, et dans l'aventure de cet humain en société, je le sens comme étant considérable dans ma société, tu vois, considérable dans ma République, et je me sens aussi assez honoré, évidemment, de votre invitation, mais même d'être dans ce lieu. Je ne suis pas un être extrêmement sensible à la rigueur institutionnelle du monde. Je pense que la rue résonne autant, tu vois, que peut résonner un espace de ce genre.
Je pense que la combativité personnelle aux yeux du monde est tout aussi importante que la réflexion structurée, méthodique, argumentée, tu vois, qui va déboucher sur la loi dans ces espaces-là. Et j'y suis évidemment sensible. Mais ton tempérament m'intéresse tout autant que ta capacité j'allais dire, à institutionnaliser le monde. Bon, voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais tu comprends ça. Je suis plus sensible ici à ce que vous dégagez comme appétence que ce que vous dégagez comme intelligence. Voilà. N'en prenez pas ombrage. N'en prenez pas ombrage. Bon, enfin voilà. Alors, non pas pour parodier, mais si mon émotion est incontestable, c'est que quand même ça me cause. Ça me cause, tu vois. La main tendue, comme ça, pour cette manifestation ponctuelle ici à Toulouse, que je vous dise quand même le Toulousain, moi qui suis enfant de Provence, tu vois, titulaire d'un maillot que j'ai défendu pendant longtemps, tu vois, avec un appétit qui était incontestable, tu vois. Je viens des terres provençales de Toulon et j'ai guerroyé contre l'autochtone toulousain quand même tellement souvent, tu vois, que mes côtelettes aujourd'hui en portent encore la trace. Et il se peut que j'ai quelques amis dans le périmètre toulousain qui me disent, mais nous aussi, tu vois, enfin bon, c'est voilà, donc, mais invité sur cette terre-là, pour lesquels j'ai une admiration, ou tout auquel, l'admiration c'est aussi pas un terme qui me caractérise, mais pour lesquels j'ai une affection incontestable de fond. Tu vois, sans aucun doute, à partir de la lecture qui fut la mienne dans le monde ovale, dans le monde du rugby, je suis venu à Toulouse avec toujours l'idée que Toulouse avait la subtilité de la créativité, alors que moi je les lisais comme des bourricots. Et j'étais parfois un tantinet offensé, mais un tantinet, sans blessure de fond, mais un tantinet offensé par la lecture que les Toulousains faisaient des rugbyman toulonnais dont j'étais, non pas le fleuron, mais tout au moins un membre, tu vois ça, qui nous prenaient, nous enfants des terres de Provence, pour des rustiques olympiques, tu vois, pour des titulaires d'un potentiel de réflexion un peu en dessous du niveau de la poule, tu vois, de la poule pondeuse de 100 ans, tu vois, enfin, et qui n'avaient de générosité que quand les côtelettes de l'adversaire couinaient, quoi. Tu vois ça, tu vois ça, qui était de réputation exclusivement liée non pas à la problématique j'allais dire, d'affrontement, ça sans aucun doute, mais peut-être avec l'hypothèse que dans l'affrontement, la destruction était une éthique respectable. Tu vois ça? D'ailleurs, quand tu parlais de Toulon, quand tu étais de Toulouse, on disait quand même, ils sont plutôt braves avant le match, ils sont respectables sans aucun doute après, mais pendant, ils sont quand même dans la zone des gens qui pourraient gagner un peu à réfléchir. Mais c'est une hypothèse, tu vois. Bon. Enfin voilà, le Toulousain était à mes yeux quelqu'un qui avait une petite potentialité créatrice et pourquoi pas poétique. Et moi qui me sentais non pas un tantinet philosophe et poète, loin de là, comme tu peux l'imaginer, simplement un vivant du monde avec quelques sensibilités, nous étions lus par les gens de ce pays-là avec plutôt l'idée quand même que le combat était une belle dimension des humains, mais quand même la subtilité n'était pas forcément encore notre point fort. Bon, donc il y a toujours, comme vous l'imaginez, des perspectives de grandir si tu prends ça en considération. Voilà. Donc je viens quand même toujours avec plaisir à Toulouse, tu vois, avec l'idée que je peux encore continuer à grandir. Ben, c'est le cas là. Ben, c'est le cas. C'est le cas dans ce lieu-là. Alors, je parodie un petit peu avec évidemment la sensibilité, non pas de l'éloquence, ni même de la rhétorique de Vincent, mais nous étions le 6 octobre 1826 ou 1823. Tu vois, dans le pré que l'on appelle le big ground du collège de rugby, tu vois, au nord de l'Angleterre, des jeunes enfants, des pubères, adolescents, pratiquent une activité à caractère physique, dont on ne peut pas dire qu'à l'époque qu'elle est sportive, où un grand nombre s'affronte ou se mesure à un autre grand nombre par l'intermédiaire d'un objet dont on ne sait pas quelle forme il a encore, tu vois, que d'aucuns plus tard, avec une effervescence intellectuelle élevée, appelleront l'objet transitionnel, tu vois. Donc, un objet qui servait de relation entre les uns et les autres, mais va-t-on voir que l'on ne sait guère pourquoi, dans ces temps-là, nous étions au début du 19e siècle, ils jouaient presque essentiellement avec les pieds.
Vous avez compris que quand tu joues avec les pieds, quand même, il te manque quelque chose dans la dimension humaine. Je ne parle pas que d'aujourd'hui, évidemment, vous l'aurez compris. Non, il te manque quelque chose. On voit bien que c'est intéressant de prendre son pied. Mais on voit bien aussi, malgré tout, qu'il manque quelque chose dans la subtilité de l'épanouissement humain avec l'ensemble de ses potentialités, quoi, tu vois, avec l'ensemble de ses potentialités, y compris visuelles. Voilà. Et donc, là, nous sommes là dans cet univers et dans ce pré. Tu vois, les enfants jouent avec les pieds, et puis il y en a un qui semble avoir un peu le pied beau. Vous imaginez l'orthographe de ce terme. Alors là, j'adore l'idée, quelqu'un qui a développé ce truc de la beauté des mots, de la beauté de l'orthographe, de la beauté de notre langue, évidemment. Quoi, tu vois, dis-moi le chant des mots, que ça passe par quoi que tu veux. Pas forcément par la parole des autres. Laisse-moi le découvrir, laisse-moi le comprendre. Laisse-moi comprendre quand tu mets des mots qui s'aiment les uns avec les autres, les uns à côté des autres. Laisse-moi le découvrir. Si tu m'empêches de passer par cette émotion-là, tu vois, tu m'amputes, tu me castres, tu m'abîmes. Non, mais tu m'abîmes, mec. Si tu ne me donnes pas la possibilité de ça, si tu fais que me raconter des histoires, ce sont les tiennes. Même si nos mots sont communs, tu vois. Laisse-moi aller les découvrir. Il y en a qui me racontent, laisse-moi aller les habiter avec la richesse des mots. Enfin voilà. Bon, dans le petit, nous sommes là dans le collège de rugby. Donc c'est une ville aux 150 bornes au nord de Londres. Ils jouent qu'avec les pieds. Ils ont d'aucuns l'adresse correcte, d'autres moyens. Celui-là, il s'appelle William Webb Ellis. Vous avez oublié son nom, je ne vous demande pas de le retenir. Mais peut-être quand même, rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, nous avons guerroyé pour l'obtention d'un titre mondial. Que le rugby du monde de la France ovale, tu vois, avait enfin ambitionné comme une légitimité, quoi, tu vois. L'espérance était de droit. Il était heureux de penser que le rugby de France allait cueillir sur sa terre, tu vois, la gloire la plus suprême, parce que nous en avions les talents, parce que le peuple nous aimait, parce que le monde ovale était estimé de la planète, et parce que va-t-en voir que la tribune ovale était devenue intelligente, la terre de France est joyeuse. Oh putain. Oh putain. Et en quart de finale, peu cher, nous avons perdu. Enfin, je ne sais pas pourquoi je te raconte ça, mais pour te dire que la Coupe du Monde que nous avons fait comme ça, parce qu'on pensait qu'on allait l'accueillir, elle est partie chez le voisin sud-africain, au demeurant respectable. Sur la présentation athlétique, il n'y avait aucun défaut chez les Sud-Africains, honnêtement, quoi. Sur le potentiel stratégique, on peut en discuter, quoi. Tu vois, le Sud-Africain était... Et je ne parlerai pas de l'arbitre, qui lui, incontestablement, méritait respect. Non, franchement, je ne voudrais pas qu'ici, dans un monde enfin intelligent, tu vois, on mette aussi l'anathème sur l'arbitrage, et qui, en rugby, ne peut pas être supportable. Bon, enfin, donc voilà. Et donc, la Coupe du Monde qui a été remise aux voisins sud-africains, tu vois, ou à l'Oval sud-africain, elle s'appelle, la Coupe du Monde, le savez-vous sans doute, ce trophée-là s'appelle William Webb Ellis, du nom de ce petit garçon que je vous raconte, dont je vous raconte l'histoire le 26 septembre peut-être, ou novembre de 1823. Et donc le petit William qui a le pied beau, à un moment il n'en peut plus, il prend le ballon avec la main et puis il court. Ça ne se faisait pas. L'anglais, vous le savez, il a un potentiel créatif moyen, mais il a de l'ordre et de la méthode. Ce n'est pas une impertinence, c'est un constat objectif. C'est un constat objectif. Il est dans la rigueur. Nous perdons toutes les coupes du monde nous perdons en rugby toutes les coupes du monde depuis 1987. Autour avec mon ami Jean-Paul Cazeneuve ici dans cette assemblée, Jean-Paul, nous avons fait toutes les coupes du monde depuis 1987, nous les avons toutes vues, ça fait 34 ans que nous les voyons et depuis 34 ans nous perdons toujours. C'est un jeu d'anglais inventé par des Anglais, avec des lois anglaises, avec une rigueur anglaise, avec une méthodologie anglaise, avec des concepts anglais, avec des mots anglais, avec un mode de pensée anglais. Nous perdons toujours, c'est toujours un problème ou de discipline, ou de rigueur, ou d'arbitrage. C'est jamais un problème de créativité, de beauté du monde, c'est jamais un problème d'intelligence, c'est jamais un problème... Non, c'est toujours un problème de rigueur, de méthode. Ouais, l'anglais. Et le petit William qui prend le ballon avec la main, j'en ai fini sur les Anglais. Et donc le petit William... J'ai encore 2 minutes, tu me les donnes. Non, mais je ne viens pas souvent chez les aveugles, tu vois, non, franchement. Non, mais tu sais pourquoi? Ça serait pour te dire, pas plus con que les autres, permettez-moi, en toute modestie, évidemment. Le concept d'aveugle, il me détruit et il me séduit. Tu vois, le concept de cécité de la vue, tu vois, mais ça me broie le cœur, tu vois, et ça m'enthousiasme de vivre. Tu vois, honnêtement, je le ressens avec ces implications-là. Je vois les justifications des choses. Ça va, merci. Tu vois, je comprends ça. Et je me dis, mais
Bon, et comme tous ici, qui ne peut pas le comprendre, qui ne peut pas le ressentir? Après, on va voir comment on va se battre, on va voir qu'est-ce qu'on va faire, ou simplement on va le considérer, citoyen que nous sommes dans un pays qui a mis, tu vois, j'allais dire, sur son drapeau, ces 3 mots, liberté, puis il a mis égalité surtout au milieu, quoi, tu vois, ça va, et si on est de cela, si on pense ça, si on estime la vie du monde avec le concept de l'égalité comme une manière d'être au monde, si on estime la vie dans cet espace-là, évidemment, quand on va rentrer dans le sujet qui est le nôtre, on va pas faire autrement que de se remonter les manches et dire, non, ça va les collègues, ne nous laissez pas sur la route, enfin bon. Tu vois ça? Bon, je reviens au petit William. Non, mais tu vois, ce sujet-là, il me préoccupe. Enfin bon, non, je me demande pourquoi je serais presque prêt à m'engager. Je parraine avec affection et tendresse plusieurs associations, dont une notamment celle des chiens d'aveugles pour enfants, tu vois, et qui est un gros match aussi, honnêtement, pour les enfants d'Europe d'ailleurs. Bon, voilà. J'ai cette sensation-là. Et je ne me force pas intellectuellement pour essayer de comprendre le pourquoi des choses. Je le mets simplement dans mon humanité. Tu vois, dans mon humanité citoyenne. Voilà, je le mets là. J'aime quand il me dit enthousiaste. J'aime quand il me dit je ne baisserai pas les yeux. Quelle métaphore. Tu vois, j'aime quand il me dit où il est, non pas l'adversaire, mais celui qui me freine. Où il est. Il faut que j'aille discuter avec lui. J'aime quand ils me disent oh, ça va les collègues, tu vois, le monde aujourd'hui tourne autour de la finance, et la finance elle est complexe, et même si notre culture, pays de France, quand même, nous avons un ministère de la culture que moi je trouve considérable par bien des côtés, mais il a tellement de matchs, et celui-là peut-être il aurait un peu tendance à l'oublier, ben non collègues, non. Voilà. Donc je reviens au petit William, et finalement, non, l'idée c'est, as-tu, je ne sais pas, mes petits frères non-voyants, tu vois, et ils ont l'âme centrée autour de la chose. Ils ont l'âme centrée à l'évidence. Et je comprends cette focalisation-là, affective, émotionnelle, culturelle, sociale, tu vois, et puisqu'ils vivent la chose. Moi, je me dis, mais ce match-là, il me sied de comprendre. Si j'y vois pas, est-ce que je vis bien? Et je te dirais que moi, au Val, et donc le petit William, il prend le ballon à la main, il n'en peut plus, il a le pied beau, tu as compris. Sur le pré, le Big Side, c'est le mot que je cherchais, le Big Side du collège de Rugby, lieu magnifique, grand collège du XIVe siècle, grand collège du XIVe siècle, tu vois, de la up middle class anglaise. Vous avez Eton, qui est pour les aristos, vous avez Oxford et Cambridge, évidemment, qui est pour la up middle class, et le collège de la up middle class, tu vois, la formation de la up middle class en Angleterre, pendant 3-4 siècles, c'est rugby. C'est la ville de rugby. Et le petit William, il prend le ballon avec la main. Et il court avec le ballon avec la main. Les Anglais disent non, ça ne se fait pas. On joue qu'avec les pieds. Si tu prends avec le ballon, tu n'as pas le droit. Et l'adversaire, c'est que des petits 6e, 5e, 4e, ils ont 14-15 ans. Tu vois, là, des adversaires. William, il a 16 ans ou 17 ans à ce moment-là. William Webb Ellis, il prend le ballon et il court. Et à un moment, l'adversaire, un peu cher qui ne comprend pas pourquoi William court, il se met avec quelqu'un et dit non, la loi fait que tu n'as pas le droit, mec. Et William, il continue à courir. Là, les collègues, ils disent alors on va intervenir. Et donc, il lui saute dessus. 1, 2, 3, 4. C'est pénible pour William. Non, mais William prend sur le rable, tu vois, une palanquée de citoyennes trouvées dans la rue à Londres, tu vois, qui font des études au collège, et il lui tombe sur le dos pour lui entamer la couenne. À la sortie, le petit William Queen, et les collègues disent on ne peut pas laisser William queener. Tu vois. Et les collègues disent on ne peut pas laisser William dans la souffrance, de la solitude, face à la diversité de l'adversaire qui lui saute dessus, et William, il n'y voit plus rien. Hein. Et William, il n'y voit plus rien. William est enseveli par la rudesse du monde. William est enseveli par celui qui lui empêche de prendre quelconque repère sur le monde. Et les collègues, l'histoire est vraie. L'histoire est vraie. Enfin. Donc vous avez compris que moi, venant de Provence, j'ai un potentiel créatif assez élevé, et notamment que exagérer n'est pas mentir. Vous l'avez compris, ça me ravit. Ah non, chaque fois que tu vois le monde plus beau qu'il est, c'est quand même pas mal. Je te le dis tout de suite. Et moi, dans mon monde, par exemple, demain, vous allez gagner le match. Demain, on va les donner, les livres pour les aveugles. Tu vois, non, il faudra qu'on les casque quand même. Parce que moi, citoyen voyant, je le casque. Et il faudra que tu le casques comme moi et moi que je le casque comme toi. Tu vois, cette idée-là. Bon, enfin, et à la sortie, donc, ça fait un gros tas. Tu vois un peu le tas. Et le petit William, William, il est dessous, il mange. Les collègues, ils arrivent, ils le ressemellent un peu à l'ancienne. À la Toulonnaise, il lui aurait marché dessus pour lui laisser une trace, un souvenir, quoi, tu vois. À la Toulousaine, ils y filent dans les reins, ils disent excuse-moi, on t'a pas vu, tu étais sur notre route. Enfin, c'est un peu différent, tu vois. Ce sont des métaphores, ce sont des métaphores qui montrent un degré de culture face à la rudesse. Tu vois, qui montrent un degré de culture face à la rudesse. Le Toulonnais, il te finit à l'ancienne, il dit excuse-moi, voilà. Bon, peu importe. Et donc, on arrive sur le tas. Tu vois l'idée du tas?
Eh bien, l'idée du tas, elle est le monde essentiel, le monde moral essentiel de l'aventure du rugbyman. Nous n'avons qu'une originalité, nous, enfants du rugby, tu vois, qu'une originalité, c'est le tas. Nous savons faire comme tout le monde des passes, et nous savons que, notamment, la sublime passe aveugle, tu vois, reste un apprentissage considérable du jeu de rugby. Je donne le ballon à quelqu'un que je sens, que je ne vois pas. Et qui plus est, plus complexe que ça, on a inventé une loi, vous le savez, et c'est William qui l'invente. La loi, c'est quand tu as le ballon dans les mains, en face, ils sont 15 ou 25 ou 50 à l'époque, peu importe. Quand tu les regardes, il se peut qu'il y en ait un ou deux qui soient bien éduqués, mais tu n'es pas formel. Hein, quand tu les regardes, au coup d'envoi du match contre les Sud-Africains, contre les All Blacks ou même contre Toulouse, tu vois, quand tu les regardes, tu dis, il se peut qu'il y en ait un qui a fait des études, mais tu n'es pas formel. Tu sens qu'il va déployer une énergie pénible, le mec en face de toi, tu vois. Tu sens, tu vois cette idée-là. Bon, voilà. Et sur cette idée-là, je m'étais un peu égaré, mais l'idée, c'est que nous avons une loi considérable. Vous le savez, tout le monde le connaît ici, évidemment, à Toulouse, je ne vais pas l'expliquer, ce qu'on appelle la loi de l'en avant. Nous avons une loi sacrée qui est la loi du tas. La deuxième loi sacrée, c'est la loi de la troisième mi-temps. Sacrée absolue. Absolue. Et la troisième loi sacrée, c'est la loi de l'en avant. Tout le monde le voit là en avant. Tu sais que sur un terrain de rugby, quand tu as le ballon dans les mains, il fait 450 grammes, tu cours en avançant où tu as des mecs qui t'attendent et tous les collègues ils sont derrière, tu la connais. Tu cours en avançant et tu passes la balle en arrière. Malgré tout, même si tu as fait un peu quelques études, tu peux te dire c'est con comme règle. Non mais c'est très très con, soyons francs. Le mec il court, et l'autre derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il court, et le troisième, tu dis quand même ils ne sont pas finis les mecs. Non mais ils ne sont pas finis. Les mecs ils courent en avançant, passant la balle derrière, des gens qui ne voient pas. Il faut quand même... Tu vois, elle est sacrée. Sacrée, ça veut dire que moi, je l'ai au fond de mon jardin, bien sûr transmise par mes anciens, tu vois, en l'occurrence par mon padre, par mon grand-père, émir espagnol, tu vois. Cette loi-là, je te la donne en 2 secondes, en réponse. Quoi. Quand tu as le ballon dans les mains en face, ils sont nombreux, ça représente le danger de la vie. Quoi. Mais, il va falloir que tu te mesures pour avancer, pour grandir, pour te développer. Voilà, il va falloir que tu y ailles un peu. Là. Arrête de me faire des raisonnements. Viens maintenant, viens affronter le monde, viens affronter les risques du monde, les complexités du monde, viens essayer de trouver la faille, viens essayer de trouver un moment où là, toi, avec ta richesse, ta personnalité, non, mais là où tu as quelques attributs, mec, viens les mettre au service du monde. Tu vois ça? Mais en face, et on a mis les 14 autres derrière. Ne te retourne pas, ils y sont. On a mis les 14 autres derrière. On a mis le sens du solidaire comme la loi 1 de l'aventure. Ne te retourne pas, ils y sont. Tu ne les vois pas, c'est pas grave. Tu ne les vois pas, c'est pas grave. Non, c'est pas trop grave. Et si tu es obligé de te retourner pour les voir, c'est emmerdant. Tu vois, c'est embêtant. Si tu en as un derrière toi, quand j'ai le ballon dans les mains, qui me dit « Continue, Daniel, vas-y », a priori, comme vous l'êtes ici sans doute, alors là sur cette tribune, je n'ai pas de doute, a priori, moi j'y vais avec appétence et générosité. Et puis là, il m'arrive quelqu'un un peu de Toulouse ou d'ailleurs, de Nouvelle-Zélande, et peut-être même d'Afrique du Sud, de Cape Town, de Pretoria, de Bloemfontein, de Johannesburg, tu vois, qui m'arrive sur le travers et qui me décoine, tu vois, je tombe par terre, je vomis, je gerbe, tu vois, et le collègue qui était derrière, et, il n'est pas venu. Et pas venu. Drame du monde. Drame du monde, drame de mon frère humain, tu vois, drame, putain, voilà. Et nous avons inventé un jeu donc où la loi de l'en avant va se concrétiser par la loi de l'en avant. La loi du tas va se concrétiser par la répétition nombreuse, enfin la répétition nombreuse c'est un pléonasme, la répétition régulière, abondante, tu vois, du tas. Sur un terrain de rugby, dans un match ordinaire, on fait 200 tas. Le collègue, il est tout seul dans son coin, vite, vite, tas. Mes petits frères, tu vois, qui s'y voyaient bien ou qui s'y voyaient pas bien, tu vois, ils sont en train d'affronter la réalité du monde, pas forcément à coups de gourdin, mais en ayant la chemise ouverte, tu vois, et tout seul là-bas, vite, vite, un tas. Cet appel au solidaire reste le fondement moral de notre aventure. Et tu veux que je te dise, le plus beau de notre aventure, il est dans le tas. Il est là où je ne vois pas. Une mêlée, les collègues,
une mêlée ouverte, une mêlée ordinaire, une mêlée ordonnée par l'arbitre, où on se met nombreux, on s'attrape. Ça n'apporte qu'un sens. J'y vois rien. J'y vois rien. Depuis que je suis petit, dans la mêlée, je n'y vois rien. Je mets tous mes autres sens en exergue. Et je mets le sens, je dirais, de la morale solidaire en un. Le sens de la morale solidaire en un. Permettez-moi, mesdames, mais après j'irai voir sans aucun doute Vincent. Mais en un. Mais là, oui. Hein. Non, là, oui. J'y vois rien, mais là, oui. Hein. Tu vois? Voilà. Non, mais c'est assez joli parce que le verbe sentir, tu vois à peu près? Elle me dit, je te sens bien. C'est joli, non, comme phrase? Non, c'était pas une impertinence, je le comprends. Non, mais majeur. Non, majeur. Ne me fais... L'idée du tas. Nous avons mis la plus petite des fautes depuis William, un ballon manqué. La plus petite, la plus ordinaire des maladresses, où il arrête un tas. Le plus petit incident de jeu, je suis plaqué, le ballon est par terre, là, oh, vite, un tas spontané. Le tas, c'est, on vient, nombreux, on ne se parle plus, on se sent, on se ressent, on se donne. Tu vois, ce mot-là, le solidaire porte le sens du don, à l'évidence. Le solidaire porte le sens du don, à l'évidence. Tu vois ça? Nous sommes des mondes des aveugles, nous. Nous sommes des mondes où on voit peu. L'essentiel de notre pratique, elle est de groupe, c'est notre seul champ respectable moralement. Tout le reste est ordinaire. Contourner, passer à travers, faire des passes. Quand je te vois, non, tout ça est ordinaire au monde. Nous avons le tas et la passe aveugle. Le tas, j'y vois que dalle, et la passe pour affronter le monde, je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne, je suis simplement sûr qu'il y aura quelqu'un de principe derrière moi pour la prendre. Tu vois ça? Je viens d'un monde, tu vois, où le champ de la vue, évidemment, restera respectable pour le niveau optimal de performance, mais où le sens de la présence, du don, j'allais dire, de la fusion corporelle. Alors, il faut faire attention, parce que vite, les références libidinales ou libidineuses, tu vois, s'approchent. Non, en rien. Le sens 1, c'est « n'aie pas peur, ne crée rien, je suis là ». Voilà, je suis là. Et aucun... j'avais pas prévu, Vincent, j'avais pas prévu. J'avais presque envie de vous dire, venez, on fait une mêlée, là. Non, venez. Bon, je sens que Nadia, oui, pourquoi pas, mais enfin, tu n'es pas tout à fait enthousiaste à l'idée. Non, tu vois l'idée, venez, on fait une mêlée. Tu vois, les beaux propos, honnêtement, beau au sens plein du terme, quoi. Hein. Ah, ça tient, quoi. Hein. Ces beaux propos-là, l'illustration immédiate, hein, les collègues. Hein. L'illustration immédiate. Bon, voilà, donc ce sentiment-là, je ne sais pas si c'est de ce sentiment-là que j'ai la considération de votre histoire. Ce n'est pas impossible. Hein. Je vois le goût que j'ai pour le toucher. Je vois le goût que j'ai. Mais vous n'êtes pas non plus allergique à la chose. Hein. J'allais dire, je vois le goût que j'ai de la rudesse splendide. Ouais. Tu vois, je sais l'affrontement susceptible de faire grandir. Je sais la rudesse des corps quand ils se mesurent. Je sais, ça va. Je ne suis pas craintif de ça. Simplement, j'ai une haute morale de la chose. Jamais l'affrontement, la belle rudesse fait grandir. La rudesse stupide génère la violence et la régression d'évidence. Tu vois ça? Donc, je ne suis pas du tout allergique. Et évidemment, très séduit que je suis, parce que le match, il est dur. Et vous avez dit, avec vos capacités diverses, tu vois, mais vous avez dit, tant mieux, de fait. Je sens qu'il y a des lassitudes sur la récurrence. Je sens qu'il y a des lassitudes sur la pugnacité et la coriacité du match. Tu vois, je sens. Moi, je ne baisse pas les yeux. Les collègues ici, je les sens quand même toujours parfaitement équipés. On peut avoir, on n'en peut plus. Hein. Comment encore aujourd'hui, tu vois, le collègue qui a l'aptitude, qui a bossé pour comprendre les choses, il va acheter un bouquin 150 balles, putain, alors qu'il vaut 20 balles, et que dans mon pays de France, depuis maintenant 50 ans, 81, quoi, tu vois, depuis 50 ans, on dit il faut que tout le monde ait accès à la culture avec les mêmes simplicités économiques, je ne sais pas si je peux dire ça, quoi, tu vois. Voilà, ça va, je le vois, le mec. Je sais,
je sais l'usure de ça. Ben, bon, moi je vous trouve admirable. Hein. Je vous trouve admirable. J'ai la sensation que... C'est difficile à dire aussi, parce que dans nos sociétés à la fois républicaines, citoyennes, concevant l'égalité comme une légitimité, des milliers de mecs avant nous se sont battus pour ça, merde, de fait. Des milliers, ton petit père, ton frère, mon père espagnol, tu vois, ça, on bataillait pour la République, enfin, je ne sais pas, je ne veux pas non plus mettre ça... Mais quand même, si tu mets sur mon drapeau d'un pays que j'aime défendre, tu vois, si tu mets sur mon drapeau que l'égalité est le chemin moral essentiel, tu vois, essentiel. Moi, je suis pour que nous soyons des hommes libres, de sûr, hein, de sûr. Je suis de ceux pour qui pensent que notre société ne peut pas laisser ça sur la route. Et je suis de ceux qui estiment que ceux qui sont devant, avec le flambeau, ou avec le gourdin, avec le gourdin, eh bien oui. Je ne sais pas. J'aurais presque la sensation de dire qu'il est légitime, dans la complexité, dans la stupidité du cœur des hommes, que ce match soit difficile à conquérir. C'est légitime. Cette espèce a trop de conneries au fin fond d'elle, je ne sais pas bien pourquoi. Pour qu'à un moment, non, mais pour que la sensibilité individuelle, nous sommes de ceux qui pensons, je suppose que nous sommes quelques-uns ici, vivre libre ensemble, bien sûr, merci, c'est un peu usé, quoi, hein, mais vivre libre ensemble, moi je suis pour me battre pour ma société, pour mes frères aveugles, mais je suis aussi de ceux qui pensent que ma vie à moi et mon bonheur à moi est une préoccupation légitime. Tu vois, et je vois bien que chaque fois que je bascule j'allais dire, sur l'indépassable beauté de mon ego, tu vois, je mets ma civilisation en danger. Voilà, j'avais un peu envie de vous dire ça. Alors à l'évidence aussi, ben merci. Merci. Que dire après toi, Daniel? Simplement merci, du fond du cœur. Et on espère que ton humour, ta rhétorique, ce que tu nous as fait vivre aussi nous a donné plus de joie. Je veux qu'on reste là-dessus, mais avant qu'on aille boire un verre tous ensemble... Troisième mi-temps, j'ai pas développé. Comme vous avez compris que je n'ai pas beaucoup l'esprit de synthèse, mais la troisième mi-temps, monde sacré, hein. Heureux que je mesure, heureux qu'on affronte le monde, heureux que ce soit dur, heureux que si tu veux grandir, petit frère, sur la route, tu auras des choses difficiles. Hein. Le match de rugby, c'est quelque chose de difficile, heureux de ça. Mais aucun rugbyman ne partira dans sa chaumière sans qu'après il ait partagé avec son adversaire et surtout avec les amis avec lesquels il s'est activé, tu vois, qui nous partagent des instants de convivialité qui libèrent les mots. La troisième mi-temps, c'est la libération des mots. La troisième mi-temps, c'est... Non, c'est la libération des mots. Moi, je suis très sensible au fait que maintenant, nous allons boire un semi-rebord. Voilà, mais avant la troisième mi-temps, nous avons un petit cadeau pour toi. C'est pas vraiment une surprise et j'espère que tu as ramené une valise vide en plus. Sinon, on te l'expédiera par la poste, mais nous avons le plaisir de te remettre ton livre en braille, voilà, qui a été réalisé par Céline notamment, mais également Hélène et également une correctrice, Monique Monteau. Voilà, un petit souvenir, un témoignage pour te remercier vraiment de ta venue et de ta participation à notre combat. Voilà.